c'est un sujet d'actualité. Il faut revenir un petit peu en arrière dans l'histoire des contrats d'assurance pour connaître un petit peu leur évolution. En 1967, une vingtaine d'années après la Seconde Guerre mondiale, la fin de la Seconde Guerre mondiale, on s'est rendu compte que les risques de guerre dans les pays européens étaient négligeables. Donc en 1967, les contrats d'assurance ont évolué par la suppression des clauses garantissant les dommages des immeubles consécutifs à des faits de guerre. Toutefois, le texte tel qu'il est prévu prévoit quand même une possibilité de négociation avec l'assureur permettant quand même de pouvoir assurer certains types de biens immobiliers du fait des destructions liées aux faits de guerre. C'est une possibilité contractuelle qui existe au terme de la loi. Maintenant, on s'est aperçu également que la suspension ou la suppression des clauses de garantie des faits de guerre a été supprimée au fil du temps, à partir de 1986, par d'autres évolutions de civilisation, notamment liées aux clauses liées au terrorisme et aux actes de vandalisme. Donc en 1986, les contrats ont évolué, liés à la suppression des faits de guerre par l'apparition des clauses d'indemnisation liées au terrorisme et aux guerres civiles. Donc aujourd'hui, sur les contrats qui sont en application, les contrats aujourd'hui, ce sont les conditions générales des contrats qui prévoient si les immeubles sont assurés ou pas par des faits de guerre. Sur le principe du fonctionnement d'un contrat d'assurance, les contrats d'assurance fonctionnent sur la notion d'aléa. On considère qu'un État qui se considère en état de guerre, l'aléa disparaît. Donc si l'aléa disparaît, le contrat d'assurance, quant à lui, est suspendu. Donc il n'y a pas de couverture d'assurance pour tous les immeubles qui seraient endommagés par des faits de guerre, du fait simplement de la disparition de l'aléa. Par contre, la loi prévoit quand même que certaines conditions contractuelles peuvent intégrer certaines conditions particulières sur des biens particuliers ou sur des immeubles particuliers. Mais c'est relativement rarissime. Ceci étant, il faut distinguer deux types de guerres. Vous avez des guerres civiles et vous avez les guerres étrangères. Alors la nuance est fine, mais la recherche de responsabilité est différente. En clair, si vous avez un dommage sur un immeuble du fait d'une guerre civile, il faut apporter la preuve que le dommage que vous avez vécu est lié effectivement au phénomène de guerre civile. Il faut apporter le lien de causalité entre votre dommage et le fait qu'il y ait une guerre civile. Autre particularité, si à l'inverse vous êtes dans un état de guerre, il faut apporter la preuve que vos dommages ne sont pas liés au fait de guerre. Donc là, la charge de la preuve est différente. Partant du principe que si vous êtes en état de guerre, l'aléa disparaît, et si vous avez quand même un dommage, parce que vous pouvez très bien imaginer, par exemple, que vous soyez propriétaire d'un immeuble, mais que vous ayez des dommages collatéraux du fait du bombardement de 2 immeubles mitoyens, par exemple. Donc là, qui aurait la responsabilité? Donc il faudrait apporter effectivement la preuve comme quoi vos dommages que vous avez subis pendant les faits de guerre ne soient pas liés directement, à l'état de guerre. Par exemple, vous avez un immeuble qui est en bon état suite à des bombardements, mais vous avez quand même un dégât des eaux à l'intérieur. Donc le dégât des eaux n'a pas de lien direct avec le fait de guerre, mais par contre, là, dans ce cas-là, vous pourriez être indemnisé, mais il faut apporter la preuve qu'il n'y a pas de lien de causalité avec le fait de guerre. Autre particularité des contrats d'assurance, puisque les assureurs sont allés beaucoup plus loin dans leur raisonnement en termes de couverture d'assurance, puisqu'ils ont même prévu effectivement les risques liés aux guerres atomiques, puisqu'on a certaines clauses dans les contrats qui prévoient notamment l'exonération de responsabilité des contrats d'assurance liés effectivement aux guerres atomiques. C'est prévu dans certains types de contrats. Maintenant également, on s'est aperçu que toutes ces clauses d'exonération de responsabilité avaient été remplacées par toutes les clauses qui sont maintenant obligatoires dans les contrats depuis 1986, qui sont liées aux actes de terrorisme et aux actes de guerre civile. Bon. Donc maintenant, ces clauses de terrorisme sont obligatoires quant à elles, ainsi que les clauses effectivement liées aux guerres civiles. Maintenant, la question pourrait se poser de savoir comment on serait indemnisé si, par exemple, une personne est tuée pendant un état de guerre. Donc là, on sort un petit peu du contexte effectivement immobilier, où on part sur la personne, et auquel cas, quelle est la réponse au fait que si vous êtes, par exemple, un de vos membres de famille est tué dans le cadre effectivement d'une guerre, là, ça rebondit dans ce cas-là sur un autre champ de contrat, c'est effectivement le contrat d'assurance,
qu'il faudra vérifier auprès de votre contrat d'assurance vie, puisque c'est les contrats d'assurance vie dans ce cas-là qui prendront effectivement la part de responsabilité. Donc vérifiez effectivement auprès de votre assureur, si vous avez un contrat d'assurance vie, de savoir si effectivement en cas de décès lié à un acte de guerre, vos ayants droit seront indemnisés ou pas. À vérifier. Pareil, alors là, il y a d'autres types de contrats qui peuvent intégrer. Donc effectivement, vous avez toujours le contrat d'assurance vie qui peut intervenir. Ou au même titre, si vous partez dans un pays étranger, vous souscrivez normalement des contrats d'assurance liés à votre déplacement, à vérifier dans ce contrat individuel si le risque de guerre intègre notamment votre rapatriement de corps, par exemple, ou tout type d'indemnisation liée au fait de guerre. Là, c'est un contrat spécifique qu'il faut vérifier. C'est à l'ordre du jour. Alors vous avez vu que les évolutions législatives elles prennent du temps, puisqu'on est en 1967 pour la suppression des clauses liées à la couverture des risques liés à la guerre. On repasse en 1986, il y a quasiment 20 ans d'écart. Donc il est bien évident que l'évolution législative des contrats d'assurance va être longue également. On a une autre problématique qui est liée à la cotisation, parce que sur le principe des contrats d'assurance, l'indemnisation des contrats d'assurance repose sur le nombre de souscripteurs. Par exemple, vous avez 1000 personnes qui cotisent au titre d'un contrat d'assurance et c'est 1000 personnes qui vont participer à l'indemnisation. À partir du moment où vous êtes effectivement en état de guerre, si la totalité des souscripteurs disparaît, la notion même d'indemnisation va disparaître également. Puisque si vous n'avez plus de souscripteurs, vous avez forcément plus de cotisants, plus de cotisations, donc plus la possibilité d'indemniser. Alors, à la suite effectivement de la Seconde Guerre mondiale, on a eu des plans de financement qui ont été mis en place pour inciter à la reconstruction. Il y a eu ce qu'on appelle la loi Loucheur, notamment, qui donnait la possibilité aux particuliers de souscrire des prêts à des conditions intéressantes, avantageuses, qui leur permettaient effectivement de lever des fonds pour reconstruire. Alors, on a eu effectivement, entre les États, notamment effectivement avec l'Allemagne, il y a eu des recours de la France contre l'Allemagne dans le cadre d'indemnisation liées effectivement au fait de guerre. Mais est-ce qu'à la date d'aujourd'hui, on pourrait imaginer que si la France, par exemple, était bombardée dans le cadre d'un conflit européen, que la France, à travers la communauté européenne, pourrait aller rechercher une responsabilité vis-à-vis d'un pays étranger ? Est-ce que ça c'était possible? C'est une question qui pourrait se poser à la date d'aujourd'hui en termes de démarche intellectuelle, de savoir si effectivement au sein de l'Union européenne, s'il y avait effectivement des faits de guerre, est-ce qu'il y aurait, une participation à tous les pays européens en vue de la reconstruction du pays sinistré. La question est posée.